préparer. Alors, quand je dis préparer, je suis peut-être pas très claire dans mes consignes. En SP comme en non SP, quand il y a un TP à préparer, ce qu'il faut, c'est que vous preniez le temps de lire la première page. Ce qui me paraît essentiel, c'est de vous entraîner en termes de raisonnement, bien que les ECE n'aient pas lieu. Hein, ça peut paraître obsolète ce que je vous donne à faire. La pratique du raisonnement scientifique, de toute manière, elle reste la même, et ça vous permet de vous entraîner toujours à conserver ce raisonnement-là qui, de toute façon, est appliqué dans le supérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur la problématique, un constat, une problématique, des documents ressources pour construire une hypothèse, formuler, confronter ces hypothèses à un protocole expérimental et supposer des résultats. Donc, je vais revenir sur le premier diaporama. On va commencer. Quand il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas soit à prendre le micro, soit à utiliser les docs chat. Dysfonctionnement de l'amylase, au passage, dysfonctionnement, il y a un Y, hein, d'un point de vue orthographique, faites attention. Donc, dysfonctionnement de l'amylase. Alors, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas eu cours, on va dire, et je me permets juste de revenir sur 2-3 petites choses. Amylase, ase, hein, ce suffixe ase, doit vous laisser penser, suggérer l'existence d'une enzyme. Donc, la plupart des enzymes terminent en ase. Une enzyme, je vous rappelle que c'est une protéine, qu'au départ un gène, et souvent, le substrat sur lequel elle travaille donne le nom à son enzyme. L'amylase, hein, c'est une enzyme qui a pour substrat, qui hydrolyse l'amidon. Alors, vous me direz, c'est surprenant qu'il y ait un Y, puisque l'amidon, vous connaissez l'orthographe, c'est A-M-I-D-O-N. Je l'ai peut-être écrit là, non? Eh bien, si, on parle d'amylase avec un Y parce que l'amidon, en fait, c'est un polymère d'amylose et l'amylose, c'est A-M-Y-L-O-S. Donc, amylase, c'est le mot-clé de cette séance. Protéines, comme toujours. Enzymes, c'est dans la grande famille des protéines, il y a les enzymes. Peptides, c'est plusieurs acides aminés. Séquence peptidique, c'est la séquence ordonnée des acides aminés. Cette séquence peptidique, on peut l'ouvrir via Anagène pour faire une comparaison de séquences entre une séquence témoin et une séquence d'une amylase dysfonctionnelle. Qu'est-ce que vous avez comme mot-clé? Acide aminé, donc je vous rappelle que c'est le monomère d'une protéine. Il existe 20 acides aminés essentiels et ils sont constitutifs des protéines. Mutation, une mutation, c'est un changement ponctuel aléatoire dans la séquence en nucléotide d'un gène. Et un gène codant, on va dire, pour une protéine, si j'ai une mutation au niveau du gène, autrement dit, si j'ai un nouvel allèle, alors possiblement, j'aurai une nouvelle protéine. Je dis possiblement car le code génétique, je vous rappelle qu'il est redondant, c'est-à-dire que plusieurs triplets de nucléotides codent pour un même acide aminé. Anagène, ça c'est vous, élèves de terminale, qui devez penser à cet outil bureautique, si j'ose dire, pour comparer des séquences soit nucléotidiques, si vous comparez des gènes, et si vous n'avez pas accès à la séquence nucléotidique des gènes, ou plus précisément des allèles, vous pouvez utiliser Anagène pour une séquence peptidique, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés pour faire une comparaison entre deux protéines proches. Structure tridimensionnelle ou structure 3D ou conformation tridimensionnelle, c'est la forme que prend votre protéine dans l'espace. Cette protéine, c'est une séquence ordonnée d'acides aminés, c'est un chapelet. En gros, ça, ce serait, enfin, il faudrait que je l'ouvre, mais ça, c'est votre, voilà, le beau collier. Donc ici, vous avez chaque perle correspond à un acide aminé. Ça, c'est une structure dite primaire, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés qui forment votre protéine. Mais cette protéine, elle a une fonction et je vous rappelle, c'est la forme qui détermine la fonction. Ok, super, merci. Et donc, la forme tridimensionnelle de ma protéine va lui donner une fonction. Alors là, la forme, c'est forme collier. La fonction, c'est que maman porte le collier. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que la fonction de votre protéine, elle est déterminée par sa forme. Et sa forme, c'est ce qu'on appelle la structure 3D ou conformation tridimensionnelle. Le site actif, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, aussi bien en SP qu'en non-SP. En non-SP, on l'avait vu il y a un petit moment déjà en immuno avec la COX qui joue sur l'acide arachidonique pour donner les prostaglandines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. La bouche de mon Pac-Man.
Donc, le site actif au sein d'une enzyme, c'est le centre réactionnel de l'enzyme. En gros, c'est le lieu au sein de cette enzyme qui va agir sur le substrat, qui d'une part va le reconnaître, va se lier au substrat et aussi y agir. Donc, il y a une fonction et de reconnaissance, de fixation, mais aussi d'action. Donc, dans le cas de l'amylase, l'action, ça va être hydrolyser, couper l'amidon. Acide aminé, ça on l'a vu. Rastop, alors c'est un logiciel de représentation moléculaire qui est installé sur les ordinateurs des lycées. Il faut une licence et à distance, vous n'avez pas cette licence. Mais eh bien, il y a 2 autres logiciels qui sont peut-être même encore plus fonctionnels, je pense. Alors, il y en a un qui est très très simple d'utilisation, totalement gratuit, et c'est celui-ci que je vous invite à utiliser là en termes d'entraînement. Ça s'appelle LibMol. Quand vous allez sur le site, sur mon site, et que vous allez sur votre page glycémie, vous allez voir le mot LibMol, vous cliquez dessus et j'ai créé directement un lien sur LibMol. Il y a un autre logiciel pour ceux qui font de la programmation, qui aiment bien programmer, qui s'appelle Pimol, parce que c'est en fait un codage Python. Et celui-là, alors lui, il est extrêmement performant. C'est plutôt dans le supérieur qu'on l'utilise. On l'utilise pas encore au lycée. Mais là aussi, il est gratuit et il vous permet de faire de l'analyse moléculaire de très, très, très haut niveau. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on laisse tomber Rastop puisque vous ne l'avez pas sur votre ordinateur ni sur le mien d'ailleurs, et on va travailler avec LibMol. Spécificité de substrat, donc ça on l'a déjà vu ensemble. L'amylase, elle agit sur l'amidon et pas sur le glycogène. C'était le TP2, il me semble. Donc là, on est au TP4 et donc on va pouvoir analyser ensemble le problème à résoudre. Mise en situation et recherche à mener. Je vais juste, avant de commencer là, vraiment la partie importante, vous êtes 16 avec moi, donc j'ai 2 personnes qui ne sont pas là. Margot m'avait dit qu'elle avait un entretien, donc tout va bien. Et donc c'est bon pour moi. Donc il me manque plus que Martial, mais Martial, il est en train d'essayer. Donc tout le monde est là, j'ai l'impression. Super. Ok, parfait. Je regarde juste vos prénoms. Laurent, c'est coucou Laurent, c'est ça? Ouais. Ok, super. Donc j'ai tout le nom. Donc je vais pouvoir commencer puisque tous les élèves qui devaient se connecter, excepté Martial qui va pas tarder, sont présents. Un patient souffrant d'une pathologie des glandes salivaires est dirigé vers un laboratoire. Au cours des tests cliniques réalisés, on constate que sa salive, malgré la présence d'amylase, donc voilà la protéine incriminée, est pratiquement incapable d'hydrolyser l'amidon. Donc hydrolyser veut dire découper. D'accord? Et l'amidon, vous devez savoir que c'est un polymère de glucose. On fait, excusez-moi, mon écran est caché. On fait donc l'hypothèse d'un dysfonctionnement de cette amylase. On cherche à identifier l'origine de ce dysfonctionnement de l'amylase salivaire. Vous avez un certain nombre de ressources. On vous rappelle qu'une enzyme est une protéine agissant comme catalyseur biologique, donc accélération de la réaction. On appelle substrat toute molécule sur laquelle peut agir une enzyme. Alors le mot substrat, c'est un mot très important qu'il faut que vous reteniez. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Donc le substrat, c'est la substance sur laquelle agit l'enzyme. Et ce substrat est spécifique d'une enzyme donnée, c'est-à-dire que l'amylase agit spécifiquement sur l'amidon et pas sur le glycogène. On appelle substrat toute molécule sur laquelle peut agir une enzyme pour accélérer sa transformation en produit. Donc le substrat, grâce à l'enzyme, devient produit. Je vous rappelle que dans la réaction chimique, l'enzyme n'est pas écrit réactif. En fait, on ne l'écrit pas à gauche de la flèche de réactionnel parce qu'en fait, elle est particulière, on la récupère totalement intacte en fin de réaction. Voilà. À un moment donné, on passe par un stade intermédiaire qui s'appelle le complexe enzyme-substrat qui n'est pas au programme. L'amylase salivaire hydrolyse l'amidon en maltose, glucide constitué de 2 glucoses. Donc vous n'êtes pas censé le savoir, mais effectivement, le maltose est un dioside constitué de 2 oses que sont 2 glucoses associés l'un avec l'autre. La liaison entre l'enzyme et son substrat s'établit au niveau du site actif. Donc ça, c'est l'autre mot important.
Site actif. Zone particulière, je reprends le pointeur, de l'enzyme de forme complémentaire au substrat. Seuls certains acides aminés du site actif de l'enzyme assurent une liaison avec le substrat spécifique pour faciliter le déroulement de la réaction. Donc là aussi, je vais me permettre. Un ose, c'est un sucre, Sacha. Donc un ose, c'est un glucide. Alors, les oses que vous connaissez, c'est glucose, fructose, lactose. Voilà, saccharose. Et après, il y a donc les diosides sont deux sucres accrochés, exemple saccharose, exemple maltose. Et après, vous avez les polyosides qui sont des polymères de sucre, exemple les sucres complexes. L'amidon est un polyoside puisqu'il est formé de plusieurs glucoses accrochés. La cellulose, c'est aussi un polyoside. Ce polymère est formé de plusieurs glucoses aussi accrochées. Voilà, vous en connaissez plusieurs. Ça va? Donc cellulose, amidon, glycogène sont des polyolosides et les oses simples, glucose, fructose, lactose, galactose. Alors, plutôt que lactose qui est un dioside. Donc ici, seuls certains acides aminés du site actif de l'enzyme assurent une liaison avec le substrat. Je voulais juste prendre la règle ici et souligner seuls certains acides aminés. L'amylase salivaire est une chaîne protéique dont certains acides aminés forment le site actif par repliement de cette chaîne. On est bien dans une structure 3D. Dans l'état actuel des connaissances, on sait que certains acides aminés du site actif sont indispensables au fonctionnement de l'enzyme. Il y a d'une part les acides aminés impliqués dans l'hydrolyse, donc ceux qui sont impliqués dans l'hydrolyse de l'amidon, eh bien, c'est le 197, le 233 et le 300. C'est-à-dire que mon enzyme, déjà, je peux dire qu'elle a au moins 300, mon collier, il a au moins 300 paires, puisque je vois que l'acide aspartique 300. Et donc, ces 300 perles, comme elles ne sont pas alignées, mais qu'à la fin, on a une structure 3D, il n'est pas impossible que l'acide aminé 300 se retrouve tout proche de l'acide aminé 197. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'au sein du site actif, finalement, on va retrouver des acides aminés qui, initialement, lors de la formation de la protéine, n'étaient pas l'un à côté de l'autre. 197, c'est très loin de 233 et loin de 300. Et il y a comme autre acide aminé impliqué important, on va prendre une autre couleur, ceux qui sont impliqués dans la liaison au substrat, le 58, le 59 et le 62. Vous remarquerez là, dans ma lecture avec vous, je n'ai volontairement pas expliqué que TRP signifiait tryptophane, puisque vous n'avez pas à savoir que ces trois lettres signifient tryptophane. Vous, ce qui va vous être utile, c'est la position, c'est le numéro 58. Tryptophane 59, ce qui vous intéresse, c'est 59. Et tyr, c'est pour tyrosine. Là encore, ce n'est pas exigible. Vous, c'est le 62 qu'il faut que vous notiez dans votre feuille de brouillon en termes de raisonnement. Donc, concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème, proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer l'origine du dysfonctionnement de l'amylase salivaire du patient en traitant des données moléculaires. Donc, typiquement, quand on vous invite à traiter des données moléculaires, il n'y a pas de souci, Eva. Là, je commence doucement et puis s'il y a un problème de compréhension, je reviens. Il ne faut pas hésiter à prendre le micro ou le chat pour poser vos questions. Donc là, en termes de stratégie de résolution, puisque le sujet m'invite à travailler, à traiter des données moléculaires, en termes de brainstorming, vous devez nécessairement penser à Anagen et à Rastop ou Libmol ou Pimol, en tout cas un logiciel de représentation moléculaire. Est-ce que ça, c'est évident pour tout le monde? Ça va? Ça vous paraît facile? Donc, en termes de stratégie de résolution, ça va pour tous. Donc, je vais reprendre ici. On me demande d'identifier l'origine d'un dysfonctionnement de l'amylase salivaire d'un patient. On sait que cette amylase a pour substrat l'amidon et qu'elle induit la production de comme produit le maltose. Et on sait que cette enzyme agit au niveau de son substrat par l'intermédiaire, au final, de 6 acides aminés. Il y a 6 acides aminés impliqués, j'ai repris ce mot-là, dans le fonctionnement de l'enzyme. 3 qui jouent directement sur l'action de l'enzyme, qui est une action hydrolytique, et 3 autres acides aminés qui jouent sur la liaison au substrat. Puisqu'on sait qu'une enzyme est une protéine et qu'une protéine est codée par un gène,
On fait l'hypothèse que chez ce patient qui présente un dysfonctionnement de l'amylase, il y a eu une ou plusieurs mutations du gène codant l'amylase, donc un allèle mutant, qui aurait induit une modification de l'un de ces 6 acides aminés, ou 2 ou 3, ou les 6 acides aminés. Autrement dit, ça ferait 3 mutations. Une mutation étant un événement rare, mon hypothèse, j'ai envie de dire, la plus parcimonieuse, celle qui fait le plus d'économies, ce serait qu'il y a un seul acide aminé qui diffère parmi ces 6. Est-ce que tout le monde comprend mon raisonnement? Ça va? C'est pas trop dur, ça? C'est clair? Donc, ça, c'est mon hypothèse. Il y a un acide aminé parmi ces 6-là qui diffère chez le patient. Donc, mon protocole va être simple. Là encore, à chaque fois que je pense au témoin, je vais demander je vais demander 2 choses. Je vais demander la séquence en acide aminé de l'amylase salivaire d'un témoin qui fonctionne, et je vais demander cette molécule aussi exploitable en format PDB. Exploitable sur, vous n'êtes pas obligé de dire format PDB, hein, mais une structure 3D exploitable sur Libmol, Rastop, etc. Évidemment, je vais demander la même chose pour le patient, c'est-à-dire une séquence peptidique pour pouvoir comparer les deux et voir s'il y a effectivement un changement. Et puis, je vais demander la molécule 3D. Alors, vous pourriez me dire, et je serais complètement d'accord avec vous, on peut se passer d'anagène parce qu'il suffit finalement d'ouvrir sur Rastop ou sur Libmol la molécule témoin, puis la molécule du patient, et de regarder sur la molécule du patient, chercher le 197, le 233, le 300, le 58, le 59 et le 62, et regarder leur nom. Et ainsi, on pourra voir s'il y a une différence. On espère, les résultats attendus, on espère que l'un de ces 6 acides aminés-là chez le patient n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'en 197, on espère par exemple ne pas avoir ASP, l'acide aspartique, mais autre chose. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde sur les résultats attendus, sur la démarche? Ça va ? Alors, dans mon corrigé, quand je l'avais fait avec des élèves l'année dernière, on était sur... Alors, attendez, tchac, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 58 tryptophane. On était sur une analyse toute simple de comparaison peptidique, et là vous avez l'amylase fonctionnelle, on la met toujours en séquence de référence. On fait bien attention à choisir ici au niveau du curseur, au niveau de l'échelle, une échelle peptidique et pas nucléotidique, qui donc découle de 3 en 3. Et puis là on est chez le patient et on a presque envie de s'arrêter là, puisque qu'est-ce qu'on constate? L'acide aminé 58, qui normalement est du tryptophane, est chez le patient de l'alanine. Or, d'après le document ressources, l'acide aminé 58, qui est effectivement chez une personne saine du tryptophane, intervient dans la liaison au substrat. On peut donc conclure que cet individu-là, puisqu'il a de l'alanine et non pas du tryptophane en position 58, on conclut que son amylase salivaire ne peut pas fixer l'amidon. Puisqu'elle ne peut pas le fixer, eh bien, elle ne peut pas hydrolyser, d'où le dysfonctionnement. Et on peut s'arrêter là. D'accord? Donc, franchement, si on nous demande qu'un travail sur anagène, ce qui me paraît quand même light, on peut conclure totalement. Maintenant, c'est quand même pas énorme en termes de technicité, si j'ose dire. C'est ouvrir 2 molécules, penser à mettre la molécule témoin en premier, en molécule de référence. Pensez à bien faire une comparaison avec alignement, vous vous souvenez, au cas où il y ait une délétion. Et puis, la dernière petite chose, c'est penser à mettre la bonne échelle. Alors, là, je vous ai fait des captures d'écran, non pas sur Libmol, parce que sur Libmol, je vous ai fait une petite vidéo, donc vous allez pouvoir aller la visionner dès que j'ai fini le cours et que vous me posez des questions. Là, c'est avec Pimol, parce que c'est le logiciel que je trouve le plus performant. Et j'aime bien ce logiciel rien que parce que sur la même image, vous avez la structure 3D de votre molécule et en haut, vous avez la séquence peptidique, la séquence en acide aminé de la protéine avec les numéros ici identifiés. Donc ici, donc c'est pas Rastop, j'ai menti, c'est Pimol, cette capture d'écran. Structure tertiaire de l'amylase d'un témoin sain avec celle du patient. Donc c'était juste pour vous montrer là.
ici, il aurait fallu que je mette des étiquettes, hein, mais ça, c'est l'amidon, c'est le polymère de glucose. Et puis, j'ai mis en sphère les acides aminés qui sont impliqués dans la liaison au substrat et l'hydrolyse au substrat, en rouge et en jaune respectivement. Et en fait, je compare l'individu à gauche sain comparé à l'individu malade, le patient malade, et j'ai mis en orange l'acide aminé qui diffère. Ici, c'est l'acide aminé 58. Je n'ai pas du tryptophane, mais de l'alanine. Or, il est impliqué dans la liaison du substrat. Je conclus donc que ce dysfonctionnement de l'amylase salivaire est dû à une mutation du gène codant pour l'amylase chez ce patient. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. Sacha, en fait, ce type de CE, on pourrait se limiter à faire un travail exclusivement sur Anagène. Point. Puisque là, ça suffit, je peux conclure. Maintenant, juste d'un point de vue bac, mais bon, vous allez me dire maintenant c'est obsolète mes propos puisque là vous ne passerez pas les ECE, mais clairement on ne peut pas se limiter à évaluer un étudiant juste parce qu'il a établi une comparaison de séquences sur Anagène. Le geste technique il est franchement très limité. Donc c'est pour ça qu'en fait on va vous demander aussi de faire une comparaison de structure 3D. Parce qu'on veut aussi voir dans la partie raisonnement dans l'étape 4, on veut que vous parliez du site actif, de cette conformation, de cette structure tridimensionnelle, mais que ça forme une poche. Hein. Souvent, c'est une poche hydrophobe parce que l'eau, c'est un agent d'hydrolyse. Or, on ne veut pas que l'amidon soit hydrolysé par l'eau, mais vraiment par une fonction hydrolytique de l'enzyme. Et donc, c'est pour ça que souvent, je fais cette forme-là avec ma main, mais c'est souvent une poche à l'intérieur de votre enzyme. C'est une poche un petit peu qui n'est jamais périphérique, quoi. Très très rarement. Elle est plutôt très interne et ça évite les molécules aux molécules d'eau d'entrer et d'interférer avec l'action enzymatique de la protéine. Et donc voilà ma conclusion. Enfin, ça, c'est pas ma conclusion, c'est mon cours. Hein. Donc, c'était archi simple aujourd'hui. C'était juste prouver que s'il y a un dysfonctionnement chez le patient, c'est dû à une mutation du gène codant la protéine. Alors, juste, si vous arrivez à vous concentrer quand je parle, parce que c'est pas toujours évident sur un écran, j'en ai conscience. Déjà en classe, c'est pas facile. Mais vous remarquez que j'ai dit une mutation du gène et j'ai pas dit une mutation de la protéine. Il faut que vous soyez précis, en fait, parce que pour vous, la biologie, normalement, c'est votre domaine d'expertise. Une mutation, c'est un changement ponctuel aléatoire d'un nucléotide. Et le mot mutation s'accorde au mot nucléotide, donc au gène ou allèle. Vous ne pouvez pas dire qu'une protéine est mutée, c'est faux. Vous pouvez dire que la protéine va être modifiée, sa séquence en acide aminé va être modifiée, mais vous ne pouvez pas dire qu'une protéine est mutée. Donc là, dans la partie 4, quand vous rédigez votre rapport, il faut que vous soyez précis en disant que là, vous avez travaillé sur la protéine, vous voyez un changement d'acide aminé, vous savez qu'un acide aminé, c'est codé par un triplet de nucléotides, et donc vous en déduisez nécessairement que, puisque j'ai de l'alanine à la place du tryptophane, j'en déduis qu'il y a eu en amont une mutation du gène codant l'amylase salivaire. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça va? Je passe au cours maintenant. C'était pas très compliqué le cours à recopier, donc moi je sais pas comment vous faites, je serais élève, je préférerais aller directement sur le site où je vous ai mis à la fin le cours en entier, comme ça vous le recopiez tranquillement, mais néanmoins j'avais pour habitude de fonctionner plutôt par séance et donc à la fin de chaque TP, je vous mets le cours. Donc on va le lire là et puis après, je vais vous expliquer comment travailler sur l'IBMOL là en autonomie. Donc trace écrite, ça c'est à recopier dans la partie cours et à apprendre. Double spécificité des enzymes. Pourquoi double? Est-ce que quelqu'un répondre pourquoi dans le titre il y a écrit double spécificité. C'est pas facile. Je voudrais juste que vous réfléchissiez là tranquillement pendant cette séance de connexion. Pourquoi on dit double spécificité? Pourquoi double? Une spécificité de quoi et une spécificité de quoi? Dites-moi. J'ai juste le temps que vous répondiez. Je vais fermer un tout petit peu. Je le prends là. Ah, voilà. C'est plus agréable pour moi. Alors, double.
Ouais, spécificité de substrat, c'est la première spécificité. Il y a une spécificité de substrat et il y en a une deuxième qui est plus compliquée. Une enzyme, elle agit sur un substrat et un seul. Et il y a un autre truc. Une enzyme, elle a une spécificité d'action. C'est-à-dire qu'elle ne sait faire qu'une seule chose, exactement, de transformation. Donc en fait, on dit spécificité de substrat, c'est la première, et spécificité d'action, c'est la seconde. Nous, l'action qu'on a vue ensemble, c'est essentiellement des actions d'hydrolyse. Donc là, mon action, c'est ça. J'hydrolyse, je coupe, d'accord? Mais il y a des enzymes dont la spécificité d'action est de greffer, par exemple, un groupement phosphate sur un substrat. Donc il y a plein de façons d'agir quand on est enzyme. Nous en SP, on a exclusivement vu des spécificités d'action de type hydrolytique. Donc une spécificité de substrat, chaque enzyme n'est capable d'agir que sur un substrat, ça c'est vraiment important, ou un groupe de substrats. Par exemple, l'amylase ne peut catalyser que l'hydrolyse de l'amidon. Et non du glycogène, on l'a vu dans le TP3. La saccharase hydrolyse le saccharose. Un saccharase, on est bien en face d'une enzyme qui va couper en deux le saccharose, qui est un dioside fait de glucose et de fructose. L'hydrolyse du maltose nécessite l'intervention de la maltase. Ça vous paraît évident. Maltase, ça finit en ase, on est bien en face d'une enzyme qui agit sur le maltose. Et celle du lactose, c'est la lactase. Les enzymes ont donc une spécificité de substrat, je pense que ça va pour tout le monde. L'enzyme est une protéine, elle est donc codée par un gène, donc s'il y a un dysfonctionnement de la protéine, il faut aller en amont, regarder le gène, plus précisément l'allèle. Donc une séquence d'acides aminés formant une structure 3D dans l'espace, de cette structure tridimensionnelle découle une fonction. Donc ma structure 3D induit une fonction. Accueillir un substrat, être capable de le reconnaître, hein, ça c'est la spécificité de substrat, mais aussi être capable d'agir dessus. Donc c'est pour ça évidemment, Eva, vous m'avez mis transformation de substrat et c'est une très bonne idée. C'est une spécificité d'action, même si là j'ai mis transformation soulignée, vous avez raison. Cette propriété s'explique par la conformation tridimensionnelle de l'enzyme. Cette protéine présente un site actif, donc j'espère pour aujourd'hui, c'était l'intérêt de l'IBMOL, c'est que vous compreniez vraiment ce qui se cache derrière l'expression site actif. Ce sont des acides aminés qui se retrouvent proches, alors qu'initialement dans la production, dans la fabrication de la protéine, ils étaient plutôt éloignés. Ils se retrouvent proches physiquement pour soit lier le substrat, ce sont les acides aminés du site actif impliqués dans la liaison au substrat, soit pour agir sur ils ont une action catalytique. Donc cette propriété s'explique par la conformation tridimensionnelle de l'enzyme. Cette protéine présente un site actif, poche souvent hydrophobe, ça je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le retenir, qui accueille par complémentarité de forme un substrat spécifique. Complémentarité, ça veut dire une forme clé-serrure. La forme du site actif est complémentaire d'une partie du substrat sur laquelle elle va agir. Au sein du site actif, certains acides aminés établissent des liaisons avec le substrat. Alors pour info, ce sont très souvent des liaisons de faible énergie, type les liaisons hydrogène. Il y a parfois des liaisons covalentes, des liaisons de forte énergie. D'accord? C'est ce qu'on appelle le site catalytique. Des expériences de mutagenèse dirigée. Une mutagenèse dirigée, c'est en laboratoire quand vous faites muter un endroit précis, un gène, pour tester la fonction d'une protéine. En fait, vous supposez que le tryptophane 38 est impliqué dans le site catalytique d'une enzyme. Eh bien, vous prenez le gène qui code pour l'enzyme et vous allez muter les triplets de nucléotides qui codent pour le tryptophane 38. Et comme ça, vous allez regarder le résultat au niveau de la fonctionnalité de la protéine. Donc, des expériences de mutagénèse dirigée sur les gènes codants pour des enzymes ont permis de mettre en évidence les acides aminés directement impliqués dans la catalyse. Ça va? C'est comme ça qu'on a su, c'est par mutagénèse dirigée qu'on a su que l'acide aspartique 197, l'acide glutamique 233, l'acide aspartique 300, le tryptophane 58, tryptophane 59 et tyrosine 62 étaient impliqués dans le site actif de l'amylase salivaire. J'espère que je vous perds pas trop. Ah, super, des questions. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce qu'on a vu en début d'année avec le CO2 capté par les enzymes? Elles ne peuvent que capter le
La rubisco, quand on parlait de la ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase et oxygénase, c'est celle-ci. Ouais, alors la rubisco, ça c'est une sacrée enzyme. Elle est hétérodimérique, enfin polymérique, excusez-moi. Elle a 8 monomères, je crois. C'est un gros truc. À la fois codé, il y a une partie de ces gènes qui sont dans le chloroplaste, une partie des gènes qui sont dans le noyau. Donc c'est une grosse machine. Et elle, justement, en termes de spécificité de substrat, elle co pour carboxylase et oxygénase parce qu'en fait, elle aime bien le CO2, mais elle aime aussi bien l'O2. Elle aime même mieux l'O2 que le CO2. C'est pour ça qu'il y a certaines plantes qui sont super intelligentes et qui arrivent à dissocier dans le temps l'ouverture de l'ostomate pour booster un petit peu la concentration en CO2 auprès de rubisco et ainsi augmenter son rendement. Donc oui, c'est un peu comparable. On avait déjà rencontré des enzymes avec la partie, le thème 1, effectivement. De rien. Ensuite, modification de la structure. La modification de la structure d'une enzyme suffit à diminuer considérablement, voire à inhiber son activité catalytique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les vacances, je vous ai parlé du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est pas une enzyme, hein. Dedans, il y a beaucoup de protéines. Et ces protéines, comme toutes protéines, quand vous les chauffez, vous les dénaturez, c'est-à-dire vous changez leur forme dans l'espace. Et en changeant leur forme dans l'espace, elles ne sont plus fonctionnelles. Donc, si je modifie la structure d'une enzyme, soit en la chauffant, soit aussi en l'acidifiant, vous savez que vous pouvez cuire un œuf, entre guillemets, dénaturer votre blanc d'œuf juste avec du citron ou du vinaigre. Ça, les cuisiniers maîtrisent parfaitement toute cette chimie moléculaire et donc en fait une protéine c'est quand même relativement fragile, donc ça se dénature. Dénaturer, ça veut dire changer de forme et donc quand je change de forme, du coup je ne fonctionne plus. Donc la modification de la structure d'une enzyme suffit à diminuer considérablement, voire même à annihiler son activité catalytique. Par exemple, une mutation du gène de l'amylase salivaire qui aboutit au changement d'un seul parmi les 300 acides aminés, voire plus qui la constituent, comme le tryptophane remplacé par l'alanine, etc., suffit à réduire de 99,5% de son activité. En gros, elle ne sert plus à rien. Hop. Donc ça, c'est un petit schéma du manuel de Spey de Belin. C'est le modèle dit clé-serrure, qui est en fait faux, mais en terminale, on l'enseigne ainsi. Donc vous avez l'enzyme, votre Pacman, là. Clairement, ici, vous vous doutez qu'il s'agit du site actif de l'enzyme. Le substrat, il est là. Et cette zone-là du substrat présente une forme complémentaire au site actif de l'enzyme. Je pense que ça va pour tout le monde. Et donc là, on assiste à l'enzyme qui va accueillir le substrat au niveau de son site actif. Cette structure-là, c'est ce qu'on appelle un complexe enzyme-substrat. C'est très rapide, mais c'est à ce moment-là que l'enzyme va pouvoir hydrolyser ou autre, faire une autre action sur le substrat. Difficulté à former un complexe enzyme-substrat, enzyme moins active. Donc, importance de la conformation du site actif. Si je modifie le site actif, mon enzyme, elle ne va plus pouvoir fonctionner ou très difficilement. Je dis que ça, c'est un petit peu faux. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le modèle de Kochland d'adaptation induite, c'est assez drôle à voir, mais l'idée, c'est que votre enzyme n'a pas vraiment exactement une forme totalement complémentaire au substrat. Elle va se déformer, elle va acquérir cette forme parfaitement emboîtable avec le substrat quand le substrat s'approche. On a remarqué que l'enzyme, quand elle est loin du substrat, son site actif, il n'a pas exactement cette forme-là. C'est ce qu'on appelle l'adaptation induite. C'est parce qu'elle se rapproche du substrat qu'elle change sans finalisme aucun, qu'elle change de forme. Spécificité d'action. Donc là, c'est ce que j'ai moins vu avec vous. En plus de présenter une spécificité de substrat, donc c'est pour ça que dans le titre, on dit double spécificité, substrat, action. Donc là, la spécificité d'action, les enzymes ne peuvent catalyser qu'un seul type de réaction sur leur substrat. Par exemple, la phosphoglucoisomérase, elle agit sur le glucose 6-phosphate et elle arrive à le convertir en fructose 6-phosphate. Donc ça, c'est une isomérase, c'est une isomérie. Glucose 6-phosphate et fructose 6-phosphate, ce sont deux isomères. Eh bien, l'isomérase, elle permet de passer du G6P, glucose 6-phosphate, en F6P, fructose 6-phosphate. Ça, c'est un exemple d'action.
La transformation de ce même substrat G6P en glucose 1-phosphate va nécessiter l'intervention d'une autre enzyme, une phosphoglucomutase. En fait, elle va muter, elle va déplacer le groupement phosphate du carbone 6 pour G6P au carbone 1 pour G1P. Donc voilà, vous avez des isomérases, des mutases, des hydrolases. Même si elles agissent sur le même substrat, ces deux enzymes ne peuvent pas se substituer l'une à l'autre. On dit que les enzymes ont une spécificité d'action. Donc là, vous avez un petit schéma tiré du bord d'axe qui est bien fait. Vous avez deux substrats, un substrat rouge là en forme de téléphone, enfin de vieux téléphone, et ici un substrat vert carré. Vous avez deux enzymes. Eh bien, vous devez comprendre que cette enzyme-là, elle a une spécificité pour ce substrat-là. Voilà. Alors que là, elle ne va pas du tout agir sur le substrat vert. Et là, par contre, cette enzyme rose a une spécificité pour le substrat vert et pas pour le rouge. Donc ça, c'est une illustration de la spécificité de substrat. Ici, spécificité d'action. Donc vous avez deux mêmes substrats, vous remarquerez. Tac. Mais cette enzyme verte, là, qu'est-ce qu'elle fait sur le substrat ? Visiblement, elle va hydrolyser une petite partie, elle lui enlève un petit morceau, voilà. Ou elle le modifie, on pourrait dire que c'est une isomérase, par exemple. Elle change un peu sa conformation. Donc là, voilà un premier type d'action, je le modifie comme ça. Et là, j'ai le même substrat. Là, je peux lui faire changer juste le lieu de son groupement phosphate ou le couper en deux. Tac, voilà une hydrolase. Paf, je l'ai coupé en deux. Donc ça, c'est l'exemple d'une spécificité d'action. Je peux avoir un même substrat, mais deux enzymes différentes, tout simplement parce qu'elles ne vont pas avoir la même action. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Spécificité de substrat. Une enzyme agit sur un substrat donné. Cette enzyme-là, elle agit que sur le rouge. Cette enzyme-là, elle agit que sur le vert. Par contre, le rouge comme le vert peuvent être le substrat de plusieurs enzymes. Ça peut également faire penser à l'immunité où les agents du non-soi sont reconnus. Ouais, c'est toujours... Là, vous venez de comprendre en SP, c'est pour ça que je trouve que c'est très complémentaire du tronc commun, la notion de complémentarité, de conformation. En fait, le mot conformation, c'est un mot qu'on utilise très souvent et qu'on ne vous impose pas à rédiger dans vos copies. C'est bien dommage parce qu'en fait, la conformation, c'est la clé de toute compréhension de la biochimie. Vos molécules, elles entrent en contact par reconnaissance de type conformationnel. Elles se reconnaissent, c'est vraiment un système type clé-serrure, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous venez de le comprendre. Ce qui est magique, c'est que dans le modèle de la conformation induite, c'est que c'est comme si, quand j'arrivais avec ma clé près de la serrure, elle se déforme pile pour que ça fonctionne au moment où je veux ouvrir ma porte, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et tout ça ne dépend très très souvent que de liaisons de très faible énergie, ce qui est encore plus impressionnant, je trouve, quoi. On est sur des liaisons hydrogènes, des interactions électrostatiques, voire des forces de Van der Waals. Donc c'est très faible en termes d'énergie et en même temps en termes de conséquences biologiques, c'est quand même très très fort. Donc oui, vous venez de comprendre quand vous allez vers l'infiniment petit, quand vous êtes à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire quand vous travaillez sur les molécules, que vous fassiez de l'immunologie, de l'enzymologie ou encore d'autres domaines, hein, puisque vous l'avez vu avec la neurologie sur les récepteurs à l'acétylcholine de forme complémentaire. Votre récepteur à l'acétylcholine, il fixe deux acétylcholines et hop, il change de forme et ça permet le passage des ions Na+. C'est quand même assez, puis ça crée un message nerveux, quoi. Donc voilà, à l'échelle de l'infiniment petit, une toute petite modification crée de grandes choses. Hop. Parce qu'en fait, le modèle de Kochland de conformation induite, c'est un peu, comment dire, l'idée, c'est que sur vos plus de 300 acides aminés qui constituent votre enzyme, vous avez vu, il y en a seulement 6 qui interviennent vraiment, 3 pour la reconnaissance, c'est rien, et 3 pour la catalyse, pour l'action. Donc, c'est rien. Donc, du coup, si vous voulez, quand vous êtes enzyme, vous reconnaissez un substrat et pas un autre, parce que tout se joue, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc, c'est même pas, là, je pourrais pas modéliser avec ma dernière production en
pâte à rêve. Je peux même pas le modéliser avec de la pâte à rêve, ce truc-là, parce que j'ai pas les outils de représentation à mon échelle, moi, humaine. Je peux modéliser du millimètre. Et après, c'est tout. Je suis très limitée. Et donc, quand vous voulez essayer de comprendre ça et aller beaucoup plus loin, c'est ça qui est génial, c'est Pimol. Parce qu'avec Pimol, quand vous commencez, ceux qui s'ennuient, alors c'est gratuit, hein, Pimol. Le fascicule qui vous permet de comprendre un petit peu, il fait 40 pages. Bon, bah, faut le lire, quoi, sur Internet, hein, tout est en accès libre. Et vous pouvez induire des mutations, vous pouvez vous amuser sur une molécule à faire une mutation et voir ce qui change d'un point de vue forme. Et vous verrez, parfois, c'est quelques angstroms, 10-10 mètres. Et ça fait que votre molécule, elle a plus la même fonction. Donc, votre remarque, si elle prend une conformation complémentaire au substrat une fois qu'il est très proche, pourquoi elle n'en accepte pas d'autres? Parce qu'on est dans de la modification nanométrique, voire angstrométrique, 10-10 mètres. Et c'est ces toutes petites modifs qui font que votre enzyme, elle peut fonctionner. Donc vous retenez vraiment une enzyme, elle est spécifique d'un substrat et elle est spécifique pour une action donnée. Et voilà. Et sur le modèle d'adaptation induite, ça vous l'oubliez, parce que de toute façon, c'est pas au programme, ou vous le gardez puisque on finit l'année là et que vous allez, pour certains, continuer dans la bio et ça, vous allez l'étudier beaucoup. Voilà les livres qui vous attendent. Est-ce que c'est possible que deux substrats s'emboîtent parfaitement dans l'enzyme selon la forme de l'enzyme? Deux substrats en même temps sur une enzyme, oui, il y a des enzymes qui accueillent deux substrats juste pour les associer, pour faire une liaison. Donc oui, vous pouvez avoir deux substrats différents et votre enzyme, son rôle va être un rôle d'accrochage, un truc bête, mais vous pouvez accrocher un groupement phosphate sur un sucre, par exemple, et cette enzyme-là, elle va accrocher le groupement phosphate sur le sucre. Donc, catalyse passe par l'état transitoire d'un complexe enzyme-substrat. C'est limite programme, même je voulais vous en parler. Je suis désolée, la forme là, ça devait être une petite flèche réactionnelle d'ailleurs. Eh bien, puisque j'ai un stylo, allons-y. On va prendre, hop, tac, normalement c'est ça. Hein. La conversion, donc là, ici, c'est ça en fait. Check. Hop. Là, j'arrive plus à faire le petit trait. Hop là, je l'ai perdu. Et voilà. Voilà. Donc, l'enzyme plus le substrat me donne un état intermédiaire dit complexe enzyme-substrat. C'est là où, pendant ce moment, ce petit laps de temps qu'a lieu la réaction, et à la fin, j'obtiens un produit. Donc, vous remarquerez que mon enzyme qui était au départ de ma réaction, je la récupère à la fin. C'est pour ça qu'au niveau de l'équation bilan, souvent, on met substrat, DOM, produit. Si vous voulez mettre l'enzyme, vous êtes obligé de faire une équation bilan en 3 temps. Vous mettez enzyme plus substrat donne complexe enzyme substrat. Souvent, on écrit ES. En fait, on écrit E. Je vais vous l'écrire en dessous. Souvent, on écrit comme ça. On écrit E plus S donne, hop, on va faire une petite flèche. Alors, c'est une réaction qui est souvent réversible. Donc, on fait comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, on reprend le crayon. Donne ES, complexe enzyme substrat. Et par contre, là, on a passé l'énergie d'activation. Paf! Là, c'est irréversible. Ça vous donne une enzyme et son produit. E plus P, voilà. Ça, c'est l'équation bilan, si vous voulez, de votre réaction enzymatique. Enzyme plus substrat, E plus S, donne complexe enzyme substrat, donne enzyme plus produit. Au cours de la réaction enzymatique, les enzymes forment une association étroite avec leur substrat, ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Ce complexe est transitoire, hein, c'est très très rapide. Il se dissocie une fois la réaction réalisée en libérant l'enzyme et les produits de la réaction. Tac. La cinétique enzymatique, la vitesse à laquelle les réactions enzymatiques se produisent, dépendent de nombreux facteurs. Toutes les conditions du milieu qui vont faciliter la rencontre entre l'enzyme et le substrat et la formation des complexes enzymes-substrat, on pourrait faire une augmentation de la vitesse. Alors, comment je peux augmenter la vitesse? Soit en augmentant la quantité d'enzymes, en augmentant la concentration d'enzymes, en augmentant la concentration de substrat, évidemment, en augmentant un petit peu la température, je vais augmenter l'agitation moléculaire. Je dis un petit peu parce que si j'augmente à 100 degrés Celsius, là, je risque une dénaturation de l'enzyme. Ça ne va pas du tout accélérer la réaction. Au contraire, ça va la rendre limite nulle.
Une enzyme est active dans une gamme de pH étroite, donc ça on l'avait vu, il y a certaines enzymes, celles qui fonctionnent au niveau de notre estomac qui fonctionnent à pH très acide, d'autres qui ne supportent pas du tout l'acidité, tout simplement parce que par exemple, ce sont des liaisons hydrogènes qui vont intervenir dans soit leur fonction, leur action catalytique, soit dans leur liaison au substrat, et je vous rappelle que le pH, c'est la concentration, c'est log de H3O+, c'est moins log de H3O+. Autrement dit, si vous faites varier les ions H+, ou H3O+, vous risquez de faire varier le fonctionnement de votre enzyme, souvent. En dehors de ces conditions, la variation de pH modifie les charges ioniques portées par les acides aminés de l'enzyme, ce qui déforme l'enzyme. On parle de dénaturation, c'est ce que je vous ai dit en cuisine, votre blanc d'œuf, vous pouvez le dénaturer, il est transparent quand votre œuf est cru, vous pourrez le blanchir juste en mettant du vinaigre ou du citron. Si les acides aminés sont modifiés, la catalyse enzymatique est bloquée. Une augmentation de la température entraîne un accroissement de l'agitation des molécules. Donc là, vous allez augmenter la vitesse enzymatique et donc les probabilités de rencontre entre l'enzyme et le substrat. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Si je chauffe un peu, eh bien, je vais augmenter la probabilité que l'enzyme rencontre son substrat. Donc, je vais augmenter la vitesse de réalisation des complexes enzymes-substrat. Donc, à augmenter la cinétique, augmenter la vitesse. Cependant, au-delà d'une température optimale, l'agitation moléculaire propre à l'enzyme déstabilise sa structure. En gros, la dénature, l'enzyme est déformée, on parle de dénaturation, et alors si elle est déformée, eh bien la vitesse est réduite, voire l'enzyme ne fonctionne plus. Si la température dépasse une valeur critique, je pense aux 100 degrés souvent, les modifications irréversibles se produisent. Ouais, votre blanc d'œuf, une fois qu'il est blanc, il peut plus redevenir transparent, hein, ça vous l'avez remarqué, après c'est fichu. Ça tombe bien parce que vous êtes prêts à le manger. Oula, j'ai modifié un peu la couleur, du coup, ça... Voilà. Conditions optimales, nombre complexe enzymes substrat formés, variation de pH, température, enzyme modifiée. Donc regardez, là j'ai fait varier la température ou le pH, la forme de mon site actif de l'enzyme comparativement à ma forme témoin. Ça c'est le site actif. Paf, là il est un peu modifié à cause de variation de pH ou une augmentation de température. Et dans ce cas-là, ça fonctionne pas très bien. De nombreux autres facteurs peuvent favoriser ou entraver la formation de complexes. On peut citer la concentration en enzyme. Plus je mets d'enzymes, plus ça va aller vite. Ou la concentration en substrat. Plus je mets de substrat, plus ça va aller vite. Alors, ce que je dis, c'est vrai jusqu'à un degré de saturation. Parce que je vous rappelle qu'à un moment, l'enzyme, elle est sur son substrat. Donc, si je continue de gaver en substrat, l'enzyme, il y a un moment donné, si toutes les enzymes sont en train d'être occupées avec un substrat, ça ne sert à rien que je rajoute du substrat. Plus ces concentrations sont élevées, la probabilité qu'un complexe enzyme-substrat se forme est importante. Comme la concentration en substrat diminue au cours de la réaction, le temps a donc également une influence sur la vitesse de réaction. La vitesse de réaction diminue au cours de la réaction car il y a de moins en moins de substrat. Bah oui, vous mettez à un instant T vous mettez 100 substrats pour, je sais pas moi, 30 enzymes. Vos 30 enzymes sont saturées. Vous avez par 30 substrats, il vous en reste 70. Donc, au cours du temps, vous allez avoir de moins en moins de substrats. Votre enzyme, dès qu'elle a fini de travailler, hop, elle est libre, elle cherche un substrat. Et initialement, elle en avait 100 à sa disposition, après elle en a 70, etc. Donc, au cours du temps, votre vitesse de fonctionnement, elle ne fait que diminuer parce que statistiquement, votre enzyme, elle met plus de temps à trouver son substrat. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Comme la concentration en substrat diminue au cours de la réaction, le temps a donc également une influence sur la vitesse de réaction. La vitesse de réaction diminue au cours de la réaction, il y a de moins en moins de substrat puisque celui-ci est transformé en produit. Certaines molécules ont la capacité de mimer la forme du substrat et c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs. Ils se fixent sur le site actif de l'enzyme et on le rend inactif. Ça, on l'avait vu en non avec l'aspirine. L'aspirine, l'acide acétyl salicylique a une forme complémentaire avec le site actif de la COX et donc empêche la COX d'agir sur l'acide arachidonique et donc empêche la synthèse de prostaglandine, ce qui fait qu'on a moins mal et que notre fièvre diminue. Ces inhibiteurs entrent en compétition avec les substrats, ce qu'on appelle des inhibiteurs compétitifs pour la formation de complexes. Donc si vous voulez ralentir une réaction enzymatique, vous mettez un inhibiteur compétitif. Comme on a vu en neuro avec les antagonistes, je pense au curare, etc. Ça va? Vous n'avez pas totalement décroché? Tac. Ouais, Eva, super. Bon.
Ici, l'activité enzymatique. Vous avez l'activité enzymatique en ordonnée, en pourcentage, en fonction du pH. Et donc, cette courbe en cloche, elle vous permet juste de dire que cette enzyme-là, la pepsine, alors, tiens, ça c'est intéressant. Vous remarquerez que ce que j'ai raconté, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. La pepsine, c'est une enzyme et pourtant, elle finit pas en quoi? En ASE, eh oui, bravo. La pepsine, la chymotrypsine, etc. sont des enzymes stomacales qui agissent sur les protéines, elles digèrent vos protéines et elle a une activité optimale autour de 5,5. L'activité enzymatique, 100%, là, en fonction de la température, eh bien, on est pour une enzyme donnée à un fonctionnement optimal de je ne sais pas quelle température, parce qu'il faudrait que je regarde, est-ce que là on est à 0? Bon, c'est moche, mais c'est juste pour vous montrer la courbe en cloche. Attention, il y a certaines enzymes, celles qu'on trouve par exemple dans les bactéries des sources chaudes, qui fonctionnent à plus de 100 degrés Celsius. Il y en a qui arrivent à fonctionner à des hautes températures. Et là, vous avez la vitesse de la réaction enzymatique en fonction de la concentration substrat. Vous voyez qu'elle évolue de manière hyperbolique. Plus vous augmentez le substrat, plus la vitesse est grande, tout simplement parce que vous augmentez la probabilité que votre enzyme, reconnaisse son substrat jusqu'à un plateau de saturation. Si vous voulez augmenter votre plateau, si vous voulez que ma courbe, elle soit comme ça, je vais prendre un stylo, voilà. Si je veux ça, hop, il suffit de quoi? Si vous voulez obtenir la courbe verte, vous agissez sur quoi? Question très difficile. Ça veut dire que vous pouvez raconter n'importe quoi dans le chat. Non, parce qu'en fait, la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc non, c'est pas ça, mais c'est une bonne remarque. Non. Ouais, vous pourriez augmenter la température, c'est vrai. Il suffit d'augmenter la concentration en enzyme. En gros, là, je suis à une concentration d'enzyme 1, exactement. Et là, il suffit d'augmenter ma concentration enzymatique. Et donc, du coup, je vais avoir un plateau plus élevé. Ça va? Je passe à la suite. Ça, vous pouvez laisser, ça c'est plus niveau prépa, d'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, une enzyme, grâce à l'enzyme, en fait, elle va diminuer l'énergie d'activation d'une réaction. Et c'est ça, l'énergie d'activation, c'est ce truc-là, c'est le delta G, c'est très compliqué ce truc-là, j'aurais pas dû le mettre. Et en gros, en diminuant l'énergie d'activation, elle fait que votre modif, en gros, il est plus facile. Si je fais une randonnée, c'est plus facile de faire ça. Tac, avec mon sac à dos. On peut rêver de toute façon en confinement que de faire ça. Voilà. Et donc, votre enzyme, le passage par un stade intermédiaire qui s'appelle le complexe enzyme-substrat, elle casse finalement cette grosse montagne à monter qui est très très lourde. C'est trop compliqué de monter ça. Je vais le faire en 2 fois. Et en fait, en le faisant en 2 fois, énergétiquement, c'est beaucoup plus simple et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça que globalement, une enzyme, on dit qu'elle accélère une réaction enzymatique, c'est qu'elle diminue ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Mais bon, ça, on laisse tomber. On va l'enlever. Concentration en produit en fonction du temps. Eh bien, plus je mets... Ouais, c'est un catalyseur. L'enzyme, c'est votre définition. Une enzyme est un catalyseur biologique, ou vous pouvez dire est un biocatalyseur. Pourquoi j'insiste sur biologique? Parce que c'est une protéine, donc c'est produit par le vivant. Donc, c'est codé par un gène. Donc, ça fonctionne, le vivant, on va dire, à des températures compatibles avec la vie. Donc, on va dire, nous, puisqu'on est très anthropocentré, 37 degrés Celsius. Des pH plutôt neutres. Et voilà. Donc, ça se dénature aussi, mais c'est très, très rapide et on le récupère en fin de réaction. Ça, c'est quand même magique. Et donc là, VI sont vos vitesses initiales. Et donc, vous remarquez que la pente ici, elle est d'autant plus élevée que concentration en substrat est grande, c'est ce que je vous ai raconté. Si je mets 100 substrats pour 30 enzymes, eh bien, si je mets 30 substrats pour 30 enzymes, ma vitesse initiale va être plus faible que
je mets 100 substrats pour 30 enzymes, hein, à concentration d'enzymes donnée, fixe. Plus j'augmente le nombre de substrats, plus la vitesse initiale va être grande, puisque j'augmente statistiquement la probabilité qu'une enzyme rencontre son substrat. Il n'y a pas de chimiotactisme. Votre enzyme, elle se dit pas, tiens, il y a un substrat, je vais le voir. Là, on est dans de la chimie, de la biochimie, on est vraiment dans une agitation moléculaire. Donc, si vous voulez que votre enzyme, elle rencontre facilement votre substrat, vous devez mettre la dose de substrat pour que la réaction fonctionne. Ou faut augmenter la chaleur pour agiter, mais vous prenez un risque, c'est un risque de dénaturation. Donc ça va pour tout le monde, ça? On a presque fini. Les glucides à grosses molécules, d'ailleurs, à chaque fois, ils me rappellent que je vais bientôt me déconnecter. C'est pour ça que plus d'1 heure, ça me stresse un peu parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas beaucoup plus longtemps. Les glucides à grosses molécules des aliments sont transformés en glucose grâce à l'action d'enzymes digestives. Les enzymes sont des protéines qui catalysent des transformations chimiques spécifiques. Donc ça, c'est pour rendre à chaque fois tout le monde assez zen. C'est en violet, donc ça veut dire que c'est un copier-coller du bulletin officiel. Voilà ce que l'élève de SP doit retenir. Les glucides à grosses molécules sont transformés en glucose grâce à l'action d'enzymes dites digestives. Les enzymes sont des protéines qui catalysent des transformations chimiques spécifiques. Et derrière le mot spécifique, il y a spécificité de substrat, spécificité d'action. La quantité de glucose sanguin dépend directement de l'apport de glucose par digestion des aliments. Donc, je vous parle de glucose sanguin parce que ça va faire tout de suite le lien avec la prochaine séance sur la glycémie. Ça y est, on y est enfin. Dépend directement de l'apport de glucose par digestion des aliments. La glycémie, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le sang, le taux de glucose dans le sang, est un paramètre important du milieu intérieur. Le milieu intérieur, on l'a vu en immuno. C'est le sang et la lymphe, d'accord? C'est ce qui n'est pas en connexion directe avec l'extérieur. En effet, le glucose est la source énergétique principale de l'organisme. Je vous rappelle que c'est la matière organique de tout métabolisme respiratoire et elle est même exclusive pour les cellules nerveuses. Une baisse sévère de la glycémie, donc une hypoglycémie, tout ça on va le voir la semaine prochaine, a des conséquences graves telles que des pertes de connaissance. À l'inverse, c'est ce qu'on appelle un malaise vagal, quand on a souvent quand on s'évanouit pour des raisons d'hypoglycémie. À l'inverse, nos neurones ont besoin de glucose tout le temps. À l'inverse, une hausse de la glycémie, on appelle ça une hyperglycémie, on va travailler là-dessus la semaine prochaine, est également néfaste pour la santé, diabète, infarctus du myocarde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, dites-moi s'il y a des questions et ensuite je vais passer, on va s'arrêter là. Sur la séance d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quoi faire pour mardi prochain. Il n'y a plus de questions. Alors, quand vous allez sur mon site, j'ai mis ça en ligne à 13h aujourd'hui. Je vous ai fait, je suis super fière de moi, alors s'il vous plaît, allez le regarder. J'ai pu m'enregistrer juste ma voix sur la prise en main de LibMol pour ouvrir l'amylase salivaire du patient témoin. Donc ça dure 3 minutes la vidéo et c'est un tuto, comment j'ouvre LibMol, comment je télécharge la molécule et comment je mets en évidence les 6 acides aminés du site actif. Une fois que vous avez ouvert cette vidéo, que vous l'avez lue, vous pouvez vous entraîner, ouvrir une autre page internet avec LibMol, refaire le témoin et puis après vous passez sur le patient. Donc ça, c'est pour vous entraîner sur LibMol et comprendre l'enjeu en termes de représentation 3D de la conformation spatiale. Pour la semaine prochaine, comme d'habitude, vous allez travailler le TP5. Alors, vous ratez, j'en suis navrée, l'expérience historique de Claude Bernard du foie lavé, où la manip consistait à laver du foie pendant 5 minutes. C'est vraiment dommage, hein, le confinement. Je regrette ce moment avec vous mardi prochain où on aurait lavé du foie. Donc, vous allez lire, hein, n'achetez pas du foie chez votre boucher pour le laver aujourd'hui, ça serait quand même un peu dommage. Donc, éventuellement, mangez-le, mais allez pas faire cette manip. Donc, vous lisez le TP. Il n'est pas très méchant.
La manip, elle est un peu longue et moi après je vais vous l'expliquer. Comme ça, on va enfin pouvoir parler de glycémie, de diabète type 1 et 2 et il nous restera ensuite une dernière séance pour comprendre le diabète du chat de Madame Michu. Je sais même plus ce que c'est le titre et on aura terminé. Donc, comme vous, je reçois là à peu près, je suis en 1 heure de cours, j'ai déjà 44 notifications sur WhatsApp. Je suppose que ça parle de la reprise entre autres. Donc, on continue, hein, on se fait comme en tronc commun, on avance tranquillement. Quand le lycée aura réouvert et qu'on se retrouvera en vrai, je reprendrai évidemment les notions qui n'ont pas été comprises. Sur la partie manip, vous remarquerez que là, on avait quand même fait le plus gros, d'accord? Donc le reste, c'est pas très très grave. Et sur la partie évaluation, je vous laisse tranquille pour le moment parce que si nous reprenons le 12 mai, le mardi 12 mai, on aura le temps ensemble de revenir sur les points délicats du cours, de s'entraîner sur des sujets et vous serez par contre évalué en séance plénière. Comme ça, vous aurez, j'espère, 2 notes hein, pour. Je vous dis ça, mais voilà, je vais voir comment ça se passe pour pouvoir terminer votre 3e trimestre. Mais bon, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde pour la séance d'aujourd'hui? Vous avez compris, c'était pas trop compliqué à distance, ça va? Eh bien, si tout va bien, super. Vous me tenez au courant aussi, enfin vous n'avez pas les réponses, je suis bête, je pensais à Parcoursup là, mais quand vous avez des entretiens, quand ça se passe bien, la Margot elle est en plein entretien, j'espère que tout ira bien. Voilà sur vos avancées post-bac.